On s'intéresse ce matin Sur le terrain à la situation dans le Haut-Karabakh où les combats se poursuivent depuis plus d'un mois entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'armée azerbaïdjanaise continue d'avancer et menace désormais Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, qui risque d'être coupée du monde. Tarek Kaye, bonjour. Bonjour. Vous venez de rentrer du Haut-Karabakh, vous avez couvert pour France 24 les événements. Vous avez passé du temps à Stepanakert, la capitale de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Avant d'apporter votre témoignage sur la situation sur place, parlez-nous très rapidement de cette région qui est bien particulière. Effectivement, c'est une région très particulière, le Haut-Karabakh. C'est un territoire qui se situe au sud-est de l'Arménie. C'est une région que se disputent l'Azerbaïdjan et l'Arménie depuis la fin des années 80. L'Azerbaïdjan considère que ce territoire lui appartient, alors que pour l'Arménie, la majorité des habitants sont des Arméniens. Il y a eu un premier conflit entre 1991 et 1994 qui a fait plus de 30 000 morts. Et en 91, justement, les indépendantistes arméniens avaient déclaré l'indépendance et autoproclamé ce qu'on appelle la République d'Artsakh, qui n'est reconnue par aucun État membre de l'ONU. Alors, avant d'arriver à Stepanakert même, vous avez passé quelques jours à Goris, qui est une ville frontalière avec le Haut-Karabakh. Racontez-nous. Tout à fait. Goris se situe aussi au sud-est de l'Arménie. C'est la dernière ville en Arménie avant d'arriver dans la région du Haut-Karabakh. Là-bas, avec mon collègue Luc Schrago, on avait rencontré des déplacés. C'est surtout des habitants du Haut-Karabakh qui y ont fui le Haut-Karabakh en raison des bombardements et qui se sont réfugiés dans le territoire arménien. Il s'agit surtout de femmes et d'enfants qui ont fui les bombardements et qui sont hébergés dans des hôtels qui sont réquisitionnés par l'État ou dans des établissements comme des écoles ou des crèches qui se sont transformés en centres d'hébergement. Ces personnes ont connu la guerre, ils ont connu les bombardements et beaucoup parmi eux sont traumatisés. Nous avions rencontré justement beaucoup dans le même hôtel où on était. On en avait rencontré. Il y avait justement, on remarquait l'effet de la guerre, le degré de traumatisme justement qu'ils avaient vécu. Une nuit, il y avait eu un bruit sourd inexpliqué. Et c'était justement une raison, en fait, c'était suffisant pour que ces femmes et ces enfants courent dans les abris en pleurs, complètement perdus. C'est justement le degré, en fait, c'est pour vous dire à quel point ces personnes sont véritablement marquées. À Goris, il y a encore beaucoup de déplacés et ils ne savent toujours pas s'ils vont retrouver leur maison de l'autre côté de la frontière. À Stepanakert, vous avez rencontré des habitants ainsi que des responsables politiques. Dites-nous comment ils vivent en fait cette situation, comment ça se passe? À Stepanakert, on peut dire que les conditions sécuritaires ne sont pas du tout les mêmes qu'à Goris. Là, il fallait qu'on porte en permanence des gilets pare-balles, des casques. Pour arriver même à Stepanakert, il fallait qu'on emprunte ce fameux couloir de la Chine. C'est cette route, en fait, c'est la seule route qui mène de l'Arménie vers le Haut-Karabakh et qui a été bombardée par les forces azerbaïdjanaises. On ne pouvait pas rester pendant longtemps dans cette zone puisqu'il y avait souvent des drones azéris qui étaient présents dans la zone. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Stepanakert, c'est que la moitié de la population a fui la ville. La ville ressemble plutôt à une ville fantôme. Les rues sont désertes, les commerces sont fermés. La moitié de la population, comme j'ai dit, a fui. Ne reste que des personnes âgées ou des mères dont les enfants combattent, dont les fils combattent sur les fronts. Quand on était justement à Stepanakert, la ville avait été bombardée par des missiles et par des roquettes. Et justement, à un moment donné, on était à l'hôtel même. Quand un missile a frappé la ville à 1 kilomètre du lieu où on était en train d'interviewer la vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Haut-Karabakh, qui était en train justement de parler de la nécessité que la communauté internationale intervienne dans ce conflit. Et je vous propose justement de regarder cet extrait-là. All I can judge from what I see. And I see that this is a war not only on the border, but this is a war against civilians, and that is something that is unacceptable. Because the military can do their business, but civilians should not be suffering.
from this. And I think it is the world's responsibility and responsibility of the respective UN agencies, not only UN, but also OIC and other organizations that are watchdogs of human rights and watchdogs of Geneva Conventions and additional protocols and the international humanitarian law in general, that should have a say and should take action before it's too late. Tarek, on parle beaucoup des mercenaires étrangers qui prennent part au combat aux côtés de l'armée azerbaïdjanaise, des mercenaires syriens que l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan et la Turquie de faire participer au conflit. Qu'en est-il du côté arménien ? Comme vous le dites, l'armée azerbaïdjanaise est soupçonnée d'avoir recours à ces mercenaires-là. Il s'agit de combattants aguerris qui ont de l'expérience, qui ont pris part au conflit syrien. Du côté arménien, on est très loin justement de ce cas de figure. Il s'agit plutôt de volontaires de la diaspora arménienne qui sont venus pour aider leur propre pays. Pour tout vous dire, il était un peu curieux justement de faire la connaissance à Stepanakert même de franco-arméniens, de libano-arméniens, de palestino-arméniens. Il s'agissait de jeunes et de moins jeunes. Des fois, il s'agissait de cadres, d'artistes, d'étudiants qui n'ont même pas la trentaine. Certains ont quitté le confort de leur vie parisienne pour venir en Arménie même. D'autres sont plutôt proches de l'âge de la retraite. Ils viennent de Beyrouth, de Montréal. Et justement, leur but, c'est d'aider leur pays d'origine, leur point commun. C'est un peu cet élan spontané qu'ils ont ressenti pour venir en aide à leur pays d'origine. Ils sont beaucoup ? Il y en a pas mal, on en a rencontré pas mal. Et c'est surtout qu'ils parlent de cette supériorité militaire qu'ont les Azerbaïdjanais au niveau de ce conflit. Ils parlent des drones, des armes sophistiquées qu'emploie l'Azerbaïdjan, des drones turcs, israéliens. Ils disent que face justement à cet État, ils ne pouvaient pas rester immobiles, il fallait qu'ils viennent. Par contre, on a également rencontré des soldats arméniens cette fois-ci. Il s'agit de civils qui se sont retrouvés du jour au lendemain contraints à porter les armes. Là aussi, c'était ou des banquiers ou des simples employés qui y ont été contraints du jour au lendemain à porter les armes, à aller combattre sur le front. On les a rencontrés au niveau du front de Martouni. On a été parmi les rares journalistes à les avoir interviewés. Et justement, ça aussi, ça dénote un peu l'ampleur de ce conflit où la vie de chacun peut basculer du jour au lendemain. Malheureusement, aujourd'hui, les combats se poursuivent après 3 cessez-le-feu qui sont restés lettre morte et rien n'indique vraiment qu'on se dirige vers la fin des hostilités. Merci Tarek pour ce retour d'expérience. Je rappelle donc que vous rentrez du Haut-Karabakh. Merci.